je pense, dans ce cas, que Assange, ce qui m'a frappé, c'est comment j'ai réagi la première fois que j'étais contacté dans ma fonction de rapporteur spécial sur la torture par son équipe d'avocats. Ils m'ont demandé en décembre l'année passée d'intervenir parce qu'ils craignaient justement que Assange qu'il pourrait perdre son asile et donc être exposé à ce risque justement d'extradition aux États-Unis. Et que j'intervienne donc dans ma capacité de rapporteur spécial sur la torture. Maintenant, je fais ça au quotidien, hein. J'interviens pour des individus, ça fait partie de ma fonction, c'est très central. Je reçois à peu près une dizaine de demandes par jour, et puis bon, avec les ressources que j'ai, peut-être je peux répondre à une ou deux, et donc je dois faire un triage, mais tout de suite, j'ai eu cette réaction, mais non, je ne vais pas entrer là dans cette affaire, parce que ce violeur, espion, narcissiste, il veut juste me manipuler. C'était un peu mon sentiment. J'exagère un peu, mais c'était très clair. Non, je ne veux pas me faire manipuler, donc je ne vais pas entrer dedans. Passé 3 mois, l'équipe d'avocats revient. C'était à peu près en mars cette année. Et ils font une autre demande. Et puis là, on m'a donné quand même quelques documents, on m'a demandé, mais veuillez juste lire 2-3 petits documents, puis après décider. Et là, je me suis dit, mais quand même, ça vient d'où cette réaction? Parce que je ne connais pas le monsieur, je ne connais pas son cas, je n'ai jamais vraiment eu affaire avec Wikileaks. Ouais, j'en savais un peu ce que c'est d'où tout le monde, de la presse, justement. Et là, j'ai réalisé, mais la ressource, c'est la presse au quotidien. C'était presque par osmose que j'étais empoisonné par un narratif. Oui, tout à fait, construit. Mais, oui, et je me suis dit, mais là, j'ai quand même un devoir professionnel aussi ici d'être correct et de quand même faire un minimum d'enquête. J'ai commencé à ouvrir un peu des documents, mais tout de suite, ce qui me frappait, que tout de suite, au-dessous de la surface, ça devient contradictoire. Il faut un tout petit peu d'énergie juste à ouvrir les premières pages. Et là, on voit déjà, mais attendez, violeur, c'est quoi exactement? Mais c'est qui a dit ça? Qu'est-ce qu'on dit les femmes? Qu'est-ce qu'on dit, n'est-ce pas? On est à quel stade des procédures? Est-ce qu'on est à l'appel? Ah non? On a première instance? Même pas? Il est accusé? Non. Il y a des allégations. Ça fait combien d'années? C'est la 9e année qu'il y a des allégations et des enquêtes préliminaires. Mais on n'a même pas assez de preuves pour faire une accusation. Mais là, il y a quelque chose qui ne joue pas. Et c'est quel État? C'est la Suède. C'est quand même... Il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc je commence, et ma mère est suédoise, donc je parle suédois. J'ai eu accès à ces documents, donc les premiers rapports des policiers, je regarde tout ça, et je vois que, attendez, bon, le 20 août 2010, bon, je ne vais pas faire tout, c'est juste un exemple, le 20 août 2010, il y a 2 femmes qui vont à la police, la femme demande, est-ce que je peux obliger M. Assange à faire un test SIDA, parce que j'ai un peu des craintes par rapport à ça, et la police, la même soirée, annonce à la presse qu'il est accusé de double viol. La deuxième femme, l'entretien a lieu le lendemain. Donc, la presse est informée avant que... Et puis, la femme pour laquelle l'entretien avait lieu le premier jour, elle avait interrompu cet entretien dès qu'elle savait que la police voulait arrêter Assange pour viol. Là, elle a refusé de signer et aller à la maison. Donc là aussi, mais il y a quelque chose qui ne joue pas. Et en plus, en Suède, c'est interdit d'informer le public dans ce stade. Donc voilà, ça commence. Et là, je ne vais pas faire, parce qu'on n'a pas le temps pour ça, mais c'était à chaque procédure contre lui, dans chaque pays, donc on parle de l'Angleterre, la Suède,
Équateur et puis les États-Unis, le procès, les règles sur le procès équitable étaient violées, mais systématiquement. Et là, je me suis dit, là, il y a quelque chose qui ne joue pas. Ça ne va pas. Donc, je vais devoir. Donc, j'ai fait un appel urgent à l'Équateur. C'était le 5 avril de ne pas l'expulser de l'ambassade, d'attendre que je voulais venir pour enquêter la situation. Donc, je demandais juste à tout le monde de ne pas bouger. Bon, c'est très bien. J'ai annoncé la visite pour le 25 avril. Donc, mais 9 jours plus tard, il était déjà. 6 jours plus tard, ils l'ont expulsé. Et le 10 avril, donc expulsé le 11 avril, le 10 avril, les Anglais m'avaient répondu encore que ah ouais, non, cette allégation d'expulsion, c'est complètement hypothétique, donc ils ne peuvent pas entrer dans un dialogue sur des hypothèses comme ça, des spéculations. Le lendemain, il était expulsé et tout de suite arrêté par la police. Et évidemment, c'était déjà planifié le 10. Donc là, je me suis dit, bon, je vais aller visiter. Donc le 9 mai, j'ai fait une visite et je me suis dit, ça va être un environnement très politisé. Je veux avoir un soutien médical très fort. Donc j'ai pris 2 experts indépendants qui m'ont accompagné sur des missions avant, missions de paix, qui travaillent avec des victimes de la torture depuis des décennies. Donc, qui savent très bien distinguer des victimes ou des traces de la torture, mentale, émotionnelle ou bien physique, d'autres symptômes qui peuvent, des symptômes de maladie, d'accident, de bagarre, des blessures, donc qui ont une autre cause. On a visité pendant 4 heures. 3 heures de ces 4 heures, c'était des examens médicaux. Et puis, j'ai fait aussi un entretien détaillé, moi, avec lui. On sentait... Bon, il était clair, on pouvait discuter avec lui, mais on sentait qu'il était très anxieux. Et je ne peux pas... Je veux dire, c'est quand même une confidentialité médicale. Je ne vais pas maintenant présenter tous les détails, les diagnoses, mais c'était clair qu'il montrait tous les symptômes de quelqu'un qui a subi la torture psychologique d'une manière prolongée. Maintenant, c'est des symptômes graves. C'est une anxiété très très élevée. Ce n'est pas l'anxiété et le stress que tout le monde a quand il est en prison et quand il y a une procédure pénale contre lui. C'est normal qu'il est anxieux. Mais ce n'est pas ça. C'est un niveau d'anxiété et de stress qui ne se détend jamais, qui ne se baisse jamais, quelqu'un qui ne peut plus dormir, qui est toujours qui est toujours à 200 km/h. Et ça, c'est l'outil de la torture psychologique. C'est vraiment à épuiser quelqu'un au point où il craque. Ça, c'est toujours le but de la torture, de briser quelqu'un. On peut se faire physiquement, mentalement, émotionnellement, mais le but, c'est toujours le même. Et l'effet, c'est toujours le même. À la fin, la personne craque et perd le contrôle sur son individualité. Et je pense que là, maintenant, en octobre, on voit déjà très bien les traces ou les symptômes que même pendant les séances du tribunal, qu'il est plus capable. Une personne comme Assange, qui est vraiment intelligent, et très très clair et très sharp, qu'il puisse plus vraiment donner son nom et sa date de naissance, ça c'est très très inquiétant. Et donc je me suis exprimé aussi donc le 1er novembre dans un press release sur mes inquiétudes que je crains vraiment pour sa vie maintenant, sérieusement. Je pense que ça peut s'évoluer très rapidement dans une direction où ça peut avoir des conséquences physiques, cardiaques, nerveuses, oui, qu'on peut perdre complètement de contrôle. C'est difficile à anticiper précisément, mais il y a ce risque, je pense, il est très réel et ce n'est pas quelque chose que j'imagine comme ça. Vraiment, c'est basé aussi sur des opinions de médecins très expérimentés. Maintenant, mais ça c'est juste maintenant, donc en mai déjà, j'ai fait un rapport qui était très musclé aux Britanniques, mais aussi aux Suédois, l'Équateur et les États-Unis, les demandant de prendre des Britanniques de prendre des mesures
immédiate pour alléger cette pression et de lui donner accès surtout à ses avocats, à ses documents juridiques, mais c'est normal, on est un état de droit. Et puis il est accusé d'un crime, les Suédois venaient de rouvrir leur procédure pour la 3e fois, et puis il y avait cette question de ces possessions qui étaient encore à l'ambassade de l'Équateur, que les États-Unis voulaient avoir et ont reçu maintenant, donc ça c'était une procédure, mais il ne pouvait pas gérer ça. Et ça a ajouté encore des niveaux de stress, normalement. Il ne pouvait plus donc, gérer cette situation, il ne pouvait plus réagir. Donc j'ai demandé aux Britanniques de prendre des mesures immédiates, j'ai demandé à tous les 4 États de faire des enquêtes. D'ailleurs, ils sont obligés par le droit international, dès qu'il y a en anglais c'est des reasonable grounds to believe qu'il y a eu un acte de torture sur leur responsabilité, ce n'est pas dans leur discrétion s'ils veulent faire des enquêtes. C'est une obligation internationale de faire une enquête impartiale et immédiate. J'ai reçu de tous les 4 États une réponse. D'abord des Suédois et des Américains, une page, ou les Suédois c'était 3 pages en disant que non, on n'est pas d'accord. Il n'était pas torturé. De toute façon, ce que vous racontez là, c'est pas de la torture. Et puis, à peu près ça. C'est très très court. En tout cas, ils n'étaient pas prêts à entrer dans un dialogue. L'Équateur m'a envoyé 17 pages, je pense, ou 16 pages d'explications de comment Assange était un homme horrible, surtout ses caractéristiques personnelles, mais ça n'avait pas vraiment un lien avec le droit international. Donc si l'Équateur a donné asile à lui et aussi la nationalité équatorienne, donc la constitution de l'Équateur interdit l'extradition d'un citoyen équatorien. Donc, on ne peut pas juste lui prendre son passeport, la nationalité, et puis terminer son statut d'asile. Il y a des raisons pour, peut-être, dans le droit international, mais c'est une procédure juridique. On est en état de droit, de nouveau. Ce n'est pas le président qui se réveille un matin et décide aujourd'hui, je vais prendre le passeport de M. Assange et puis je vais l'expulser vers l'Angleterre. Il y a quand même une procédure pour. Et puis après, il doit pouvoir se défendre. Donc là aussi, je comprenais pas à l'époque comment ces États pouvaient procéder d'une telle façon. Aucun État a fait une enquête. Les Anglais ont pris le temps. Bon, le jour de mon press release, le 31 mai, où j'ai vraiment protesté contre cette situation et fait mon appel urgent, M. Jeremy Hunt, le Foreign Secretary du UK, m'a donné l'honneur de faire un tweet, de répondre en Twitter en disant que le rapporteur spécial ne devrait pas s'ingérer dans la procédure judiciaire de la Grande-Bretagne. Et puis que M. Assange était libre à tout moment de quitter l'ambassade, n'est-ce pas? Et là, je trouvais quand même, c'est un manque de respect aussi par rapport, c'est pas par rapport à moi, mais par rapport à l'institution du rapporteur spécial mandaté par le Conseil des droits de l'homme de faire ce genre d'enquête. J'ai quand même pris 2 experts médicaux, et puis on a quand même fait une visite, on a fait des entretiens avec les autorités à Londres aussi. Donc quand je fais une intervention comme ça, j'aimerais bien avoir une réponse sérieuse. Donc là, je lui ai aussi répondu sur Twitter que, with all due respect, sir, that Mr. Assange was as free to leave the embassy as someone sitting on a rubber boat in a shark pool. On peut aussi s'entretenir sur Twitter, mais je pense, là, il me faut une réponse sérieuse. Cette réponse est venue 5 mois après ma visite, dans un appel urgent, où j'ai dit qu'il y a un risque de détérioration sérieuse et rapide de son état de santé. 10 jours après ma visite, déjà il a été transféré au healthcare, donc parce qu'il ne pouvait plus suivre les procédures
pouvait plus participer pour des raisons de santé. Donc on avait raison. Une fois, encore 4 mois plus tard, les Anglais ont répondu en une page. We reject all allegations that Mr. Assange has been tortured by the UK, and he is being prosecuted under English law, due process of law, and our judges are impartial. De nouveau, il n'y a pas d'enquête, bien que la personne est sous leur juridiction, il y a des conséquences qui sont graves, et potentiellement même très graves. Là, quand on voit l'évolution. Et la Grande-Bretagne aussi, quand on était à l'Assemblée Générale, maintenant le 14 octobre, quand j'ai présenté ça à l'Assemblée Générale, ils ont juste rejeté mes allégations. Mais je ne suis pas une ONG qui fait des allégations, je suis le rapporteur mandaté par les Nations Unies. Et de nouveau, c'est rien de personnel, c'est institutionnel. Et c'est là où je me fais vraiment des soucis. Si des États comme la Suède et le Royaume-Uni n'engagent plus un dialogue positif et constructif avec des procédures onusiennes, mais on en est où maintenant? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est ce manque de respect total pour leurs propres obligations. Parce que je fais mes rapports sur leurs obligations, ce n'est pas mon opinion ce qu'ils devaient faire. Oui, j'en ai une opinion, mais mon rapport, il est basé sur du droit international. Et en plus, donc là, on poursuit M. Assange pour du journalisme, surtout, pour une accusation d'avoir essayé à aider Miss Manning a décodé un code, mais sans réussite et sans dommage. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on dirait c'est un crime grave. Ça, c'est du côté américain. Et de l'autre côté, en Suède, il y a encore cette procédure, mais c'est toujours préliminaire, après presque une décennie. Et en août prochain, c'est la fin totale parce qu'il y a, comment on dit, la prescription de la deuxième procédure. Donc, ça c'est tout. Et cet homme est en prison pour avoir, et ça c'est la vérité, pour avoir exposé, mais là on parle maintenant vraiment de crimes graves. On a tous vu la vidéo, Collateral Murder, et ça c'est juste un exemple, le plus connu. Mais c'est des violations de droits de l'homme très très graves, c'est voire des crimes de guerre, la torture, la corruption, et combien de personnes ont été punies pour ça? Monsieur Assange. Voilà. Lui-même. Et Chelsea Manning, n'est-ce pas? Et M. Kyriakou, pour l'histoire du CIA torture. Mais là aussi, on a un rapport du Senate Committee, donc du Parlement américain, du Congrès, qui a conclu sur 7000 pages, qui a eu une politique systématique de torture. Donc c'est très très grave, c'est des crimes de guerre. Aucune enquête. Mais le monsieur qui a dévoilé ça, Kyriakou, il était condamné par le même tribunal en Eastern Virginia, qui a condamné aussi Chelsea Manning, et qui accuse aussi Julian Assange. C'est la même juge pour toutes ces procédures. Toujours une seule, la même. C'est un district. Pourquoi ce district? Parce que c'est un jury procedure. Vous avez parlé de ça? Non. It's a jury procedure. Donc c'est des jurés, on dit, Jury, ouais. qui doivent se sélectionner proportionnellement pour refléter la population. Qui vit à Eastern Virginia, Alexandria? C'est 85% des employés de CIA, NSA, DOD, Department of State. On peut aussi choisir d'autres districts une fois pour voir un peu. Donc déjà, si vous faites correctement votre sélection, vous aurez un juré qui est complètement biased. Et en plus, juste pour être sûr, on fait une procédure secrète, n'est-ce pas, avec la preuve secrète qui ne sont même pas accessibles complètement à la Cour. Donc, je veux dire, c'est clair que dans ce contexte-là, M. Assange n'aurait jamais
un procès équitable. Et c'est clair que la sanction qu'il y aura, c'est au moins prison à vie. Si ça se compte en 170 ans ou 120, ou ça va être réduit à 91, ça ne change rien. Il va rester là, et dans des conditions où moi-même et mes prédécesseurs, donc Juan Méndez, on a à plusieurs reprises critiqué que les conditions maximum security aux États-Unis pour les National Security Defendants étaient en violation de l'interdiction de la torture et des mauvais traitements. Donc c'est clair que il y a ce danger, il est évident pour lui. Donc c'est impossible, de mon avis, sous droit international, interdit complètement l'extradition de M. Assange aux États-Unis. C'est impossible de faire ça légalement. Même si les Américains donnent des garanties, évidemment, ils vont donner des garanties diplomatiques. Oui, on ne va pas le torturer, il n'aura pas la peine de mort. Et je crois même que la peine de mort, ça, ils vont respecter. Mais ils vont juste le mettre dans un maximum security. Et pour eux, ce n'est pas la torture. Mais pour le reste du monde, c'est la torture, ce qu'ils font là. Les conditions de détention, là, c'est vraiment l'isolement total dans des petites cellules de béton. Et sans aucun contact avec les autres détenus. Le seul moyen pour eux de protester, c'est la grève de la faim. Et là, c'est la nutrition forcée. C'est quelque chose qui est très, très douloureux. On peut faire ça sans faire mal, mais normalement, c'est fait d'une façon très, très douloureuse. Donc, mais c'est pour ça qu'on va gagner à Strasbourg. Exactement. Pour peut-être finir sur une note positive. Si toute cette violation systématique et, je dois vraiment le dire, grotesque des droits de M. Assange, un procès équitable, dans tous ces pays, s'il y a un avantage, c'est que pour Strasbourg, c'est inconcevable que Strasbourg permettrait cette extradition. Parce qu'il a subi des mauvais traitements, mes rapports sont là, la procédure était complètement inacceptable. Donc je pense que ça va être très 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 difficile pour Strasbourg de permettre cette extradition.